Bonjour à tous, comme vous venez de l'entendre, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence plénière de la 3e journée du Salon Stratégie Client. Nous allons parler des aventures des entrepreneurs, comme vous l'avez compris. Il n'y aura pas de trésor de Rackham le Rouge cet après-midi, donc il n'y aura pas de suite au secret de la licorne. C'est ce matin l'épisode principal. Voilà pour la petite anecdote. Alors, mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du Client. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Vous savez que pourquoi ce titre et pourquoi cet intérêt? Parce que dans les différents feedbacks des précédentes éditions et mes échanges, j'ai toujours senti auprès du public un intérêt pour ces entreprises, ces fameuses licornes. Alors, je vous rappelle donc que le hashtag de cet événement est Stratégie C. Et j'ai le plaisir d'animer donc cette table ronde avec 3 invités. Cédric Blum, qui est directeur Customer Care de Doctolib, Laurent Tupin, directeur du service relations membres de VP, Axel McNamara, qui est Chief Customer Officer d'OVH Cloud. Alors, qu'est-ce qu'une licorne? Alors, je vais reprendre la définition du site Business School. Le terme licorne était initialement réservé aux entreprises américaines, mais c'est ensuite élargi pour désigner toute entreprise innovante qui rassemble les caractéristiques suivantes. Une activité marquée par l'innovation, une offre disruptive, une croissance ultra rapide, financée par des fonds extérieurs. Alors aujourd'hui, le terme licorne désigne plus généralement une start-up des nouvelles technologies, dont la valorisation atteint au moins 1 milliard de dollars. Donc vous voyez, c'est une table ronde ce matin à plusieurs milliards de dollars, et avec surtout un potentiel de croissance important et une envie de partager aussi qui est remarquable. Alors, Cocorico, la France compte 23 startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, c'est un nouveau record. La licorne incarne et symbolise vraiment l'hybridation, et vous savez que l'hybridation, c'est le thème de ce salon Stratégie Client édition 2022. Hybrider votre relation, donc vous l'avez compris, entre le monde réel et le digital. Alors comment est-ce que ces licornes ont rencontré le succès? En quoi l'expérience client a-t-elle contribué à leur réussite? Quels sont leurs secrets? C'est ce que nous allons voir maintenant avec nos 3 invités. Et je vais commencer par vous, Cédric. Vous êtes le directeur Customer Care de Doctolib. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre entreprise, un peu la fiche d'identité de cette entreprise? Alors on va faire des tests d'utilisateurs, quand je dis test, sondage pardon, d'utilisateurs. Levez la main tous ceux qui ont fait appel à Doctolib dans les 12 derniers mois. Allez. Bon, et ben, pas mal. On va pas faire de concours. Mais là, on voit qu'il y a clairement un usage qui a certainement été renforcé par la crise, mais vous allez nous en dire plus. Donc, Doctolib, tout le monde connaît. Tout le monde connaît côté patient. Doctolib, c'est aujourd'hui plus de 50 millions de patients en France. Si on compte l'Allemagne et l'Italie, ça dépasse les 60 millions. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc nos clients, c'est les docteurs, enfin les docteurs, non, c'est un raccourci, les professionnels de santé. En France et en Allemagne, on a dépassé 300 000 professionnels de santé. Grande majorité en France encore aujourd'hui. L'Allemagne, second, pas très loin derrière, et l'Italie qui vient de commencer en juin dernier. Donc 300 000 professionnels. Et en interne, chez Doctolib, on est aujourd'hui 2300 collaborateurs et on vise d'être 3000 à la fin de l'année. Doctolib a été fondé, je rappelle, fin 2013. Donc on a 9 ans bientôt à la fin de l'année. Merci pour cette présentation, ce panorama. On va maintenant passer à une personne qui fait partie de l'équipe de France de la relation client. Alors c'est un peu un clin d'œil, ce que j'avais fait sur mon blog il y a quelques mois. J'avais refait des vignettes Panini et j'avais qualifié Laurent de vétéran. Il m'en veut pas, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une figure de la relation client en France. C'est entre cette salle et la sortie, quand il va partir tout à l'heure, il va mettre au moins 2 heures, parce qu'à chaque stand, on va certainement l'arrêter. Alors, trêve de plaisanterie. Bien sûr, VP, c'est un champion de la relation client. Et VP fait partie des 3 entreprises les plus récompensées dans le domaine de la relation client dans les 10 dernières années, selon mes calculs. Alors Laurent, un peu d'histoire, les grandes choses à savoir sur VP, un petit sondage
qui a commandé chez VP récemment, dans les 12 derniers mois, 24 derniers mois, quels sont les membres, parce que là, on est dans un club plus exclusif, hein, c'est ce qu'on voit. Il a gagné. Il a gagné. Bonjour à tous. VP, c'est un site de vente événementielle qui fête cette année ses 20 ans. Ce qui nous caractérise aujourd'hui, je pense, c'est que la relation client, entre autres, hein, que ce soit avec nos membres ou nos marques, est quand même quelque chose d'extrêmement ancré dans la société et incarné encore aujourd'hui à travers son fondateur, Jacques-Antoine Granjon. On est présent dans 9 pays en Europe, on est leader européen. On a un chiffre d'affaires qui a dû avoisiner les 4 milliards d'euros fin 2021. Voilà, quoi dire d'autre que ça fait 14 ans ce mois-ci que je suis chez VP. Quand je suis rentré, je pensais rester 2 ans. Et il y a quelque chose qu'on a gardé, alors même si on n'est plus une start-up, parce que 20 ans, à un moment, il faut quand même raison garder, je suis un vétéran en plus, on a gardé la passion. Et la passion, c'est quoi? Je vais donner juste un exemple qui caractérise. Jacques-Antoine a reçu un email d'un client dimanche sur un petit incident de vente. Il me l'a transféré tout de suite, j'ai regardé et on est encore là-dedans, dans le détail du détail du détail, toujours à travailler. Il est toujours aux commandes, c'est ça qui m'impressionne le plus. Hein. Voilà, c'est une boîte faite de passion. Un premier secret de la licorne à noter. Donc. Merci Laurent, on va passer à une autre licorne bien connue, elle aussi, qui a dépassé d'ailleurs les standards à proprement parler de la licorne, OVH Cloud. Alors je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Axel McNamara, qui est son Chief Customer Officer. Alors merci d'avoir accepté de rejoindre ce panel ce matin et merci de nous présenter OVH Cloud, son origine et en quelque sorte sa fiche d'identité comme les 2 autres invités ce matin. Merci Thierry pour l'invitation. Donc OVH Cloud, en quelques mots, c'est le leader européen du cloud. On fait partie du top 10 mondial. J'ai remarqué que tu n'as pas posé la question. Ah si, allons-y. Les utilisateurs d'OVH, alors est-ce qu'ils le savent? Ça, c'est la question. Levez quand même la main. Ceux qui maîtrisent la connaissance de leur solution de cloud ou qui sont acheteurs directs. Donc c'est une boîte qui a été fondée par Octave Klaba en 99 et qui a eu vraiment différents moments de vie dans sa croissance. Je dirais qu'entre les 5 premières années, 99 à 2004, c'était une start-up à forte croissance en France qui s'est constituée très rapidement une forte communauté de geeks parce qu'il y avait un produit qui était assez simple mais technique. Ensuite, de 2004 à 2009, il y a eu un déploiement en Europe. De 2010 à 2015, déploiement aux US, donc vraiment progressif. Et en parallèle de ça, une diversification de nos produits pour aller de la location de serveurs, puisqu'à la base, il y a 20 ans, c'était ça le cloud, de la location de serveurs à des services web, à des services de cloud public, à des services de cloud privé. Et aussi un élargissement de notre base client. On est passé de cette communauté de geeks au mass market, à aller chercher les gens qui voulaient juste monter un site web. 2015-2020, donc on se rapproche d'aujourd'hui. Là, on continue maintenant l'ouverture tout le temps de nouveaux data centers dans les différents pays où on veut s'implémenter. Et encore une fois, élargissement de la base client aux grands comptes. Voilà, on va chercher encore et toujours à élargir notre base client, à élargir notre cible. Donc toute cette histoire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est donc leader européen du cloud. On est en phase de déploiement rapide de plus de 80 services liés à ce qu'on appelle donc le PaaS, le Platform as a Service. Donc c'est vraiment ce qu'attendent en particulier les grands comptes. On est présent dans 33 data centers à travers le monde, sur 4 continents, et on a 1,6 million de clients, principalement en mass market. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec les convictions, parce que vous vous demandez, pour découvrir les secrets de ces licornes, on va essayer de rentrer un peu dans l'intérieur de ces organisations. Et on va aborder donc ce thème qui va vous permettre de bien comprendre la culture, les convictions partagées, parce que la culture client, la culture d'entreprise, c'est un ensemble de convictions partagées dans les entreprises. Et à propos justement aussi d'expérience client. Alors Cédric, c'est quoi les convictions de Doctolib sur l'expérience client?
Alors, l'expérience client chez Doctolib, pour nous, c'est cœur. Alors, tout le monde dit ça, évidemment. Pourquoi c'est important chez Doctolib? Parce qu'en fait, on est en train d'inventer un nouvel usage, de promouvoir, c'est un peu, ça paraît un peu orgueilleux, mais une amélioration du parcours de santé et donc des nouveaux usages. Et pour ça, il faut bien évidemment que le client, donc l'utilisateur, le professionnel de santé, soit rassuré et sache qu'il est complètement accompagné très facilement, qu'il peut avoir sa réponse à ses questions, son aide à l'usage, dès qu'il a quelque chose justement de nouveau, d'imprévu qui se passe, parce qu'il y a des médecins qui font ça depuis 10 ans, et là, en utilisant Doctolib, ils changent, je ne vais pas dire radicalement, mais beaucoup leur façon de travailler. Et donc, c'est un gros. On fait de la gestion du changement en fait permanente avec nos utilisateurs. Donc, vous connaissez tous les périodes de la gestion du changement. C'est un accompagnement de tous les jours. C'est pas pouf, je vous mets un nouvel outil et hop, vous l'avez adopté. Donc, c'est un travail permanent d'écoute du client. On en parlera tout à l'heure, je crois. D'écoute du client pour co-construire le produit avec lui et transformer, innover dans la santé, transformer le parcours de santé, améliorer le parcours de santé. Donc on a des indicateurs très élevés, notamment en termes de réponse au service client, où on cherche un temps de décrocher en moins de 30 secondes sur les appels des clients. On cherche aussi à répondre en moins de 4 heures à tous les emails. Donc vraiment prouver qu'on est là tout le temps pour faciliter cette gestion du changement et cette adaptation à ce nouvel usage. Merci beaucoup. Donc vous avez compris un autre secret, hein, donc être dans les meilleurs standards en termes de réponse et d'expérience. Alors, Laurent, chez VP, on a des convictions et tu le disais à propos de Jacques-Antoine Grandjean, hein, si on l'écoute, il est passionné depuis le début, et passionné même dimanche dernier, alors que il a d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer, mais il est toujours passionné par le client, par le membre du club. Comment est-ce qu'on peut définir la culture client de VP ? Alors, comment la définir? En fait, elle est vraiment au centre pour nous. Hein. L'histoire remonte à la montée en puissance du service client. En fait, vient de la première vente qui a vraiment marché chez VP en 2004, donc j'y étais pas. Hein, où en fait, la première vente, ils se sont trompés dans les stocks. Et le premier succès commercial s'est transformé par un premier test service client. Et donc, dans la culture, on sait de facto que notre système de production génère des erreurs. Donc de toute façon, on va devoir réparer. Donc tout est positionné en fait, et le service client tel qu'il a été conçu, et en 2008 quand il m'a recruté, ça a été de se dire, ok, on va créer des erreurs, je veux que vous soyez là pour tout réparer. Recruter un client, ça coûte cher, il ne faut jamais qu'il parte une fois qu'il est rentré. Donc il n'y a pas de limite. J'ai des anecdotes que j'ai déjà racontées à Thierry et que j'ai déjà racontées, qui sont absolument incroyables dans la no-limite pour essayer de garder un client. Alors, ça ne veut pas dire qu'on traite tous les clients parfaitement, et ça, j'en ai bien conscience au quotidien, mais en tout cas, on a vraiment cette volonté en permanence de réparer. Et une des données clés que j'explique aux conseillers clientèle et que mes équipes retranscrivent, parce que je ne m'occupe pas désormais que du service client, j'ai un peu d'autres petites casquettes à mon actif, c'est de dire... Mets-toi à la place du client. Si tu avais le problème, qu'est-ce que tu attendrais en restant raisonnable? Ça, c'est la base. Et ne jamais essayer de lui vendre autre chose que ce qu'il a acheté. On n'est pas là pour vendre, on est là pour réparer. Et ça, c'est vraiment un dogme qu'on maintient. On est vraiment, vraiment là pour réparer. On essaye tout ce qu'on peut. Alors, on est limité hein, par rapport à beaucoup d'e-commerçants qui ont des stocks qui sont permanents. Nous, nos stocks, une fois que la vente qu'elle est effectuée, le stock n'est plus chez nous. On a plein mécaniquement, nous avons plein de petits sujets qui fait qu'on n'est pas aussi fluide qu'on aimerait l'être. Mais en tout cas, on essaye autant que faire se peut en permanence corriger. Voilà, c'est vraiment ça. Merci Laurent, ça me fait penser, et dans ces convictions fortes, si j'essaie de les reformuler, et ce qui m'étonne beaucoup dans la culture de beaucoup d'entreprises, c'est cette capacité à transmettre et à tenir vivace en quelque sorte la culture en racontant des histoires de clients. Ça, c'est ce que sait faire Laurent, c'est ce que sait faire Jacques-Antoine Grandjean. Quand on lui pose des questions sur ses convictions, sur l'expérience client, il va raconter des histoires. Et en fait, en racontant des histoires aux collaborateurs, on fixe en quelque sorte le cap.
On dit voilà ce qu'il faut faire. Je vais vous raconter une histoire des rollers dont on avait livré les 2 pieds droits. Il y a plein d'histoires que Jacques-Antoine Grosjean a des milliers d'histoires clients. Et en racontant ça aux collaborateurs, il donne le cap, c'est-à-dire, et avec Laurent, ils inspirent les collaborateurs qui disent ah oui, ok, je peux faire ça, je peux me permettre, je peux aller jusque-là. C'est autorisé, mes patrons le disent, et d'accord. Et moi aussi, je vais faire des histoires, des belles histoires. Ouais, exactement. Et il y a un autre point aussi, ce que je dis, que j'ai oublié de préciser, on est pour la transparence. Quand on est mauvais, on est mauvais. Voilà, point. Ça sert à rien d'essayer d'expliquer que c'est pas nous, mais c'est l'autre. Quand on est mauvais, on est mauvais. Et ça, pour un conseiller clientèle, c'est quand même vachement plus simple à vivre. D'expliquer, d'assumer l'erreur, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans. Et ils sont autonomes, j'insiste. Ça, c'est pareil dans la culture, et ça, Thierry l'a déjà vu. Ils sont autonomes, ils n'ont pas de pause imposée. On essaye de les rendre vraiment dans la culture de la société, de leur transmettre ce que souhaite Jacques-Antoine, parce que ça reste quand même le pilier est quelqu'un d'inspirant. Voilà. Merci Axel. Alors chez OVH Cloud, on a aussi de fortes convictions à propos du service rendu aux clients. Et c'est ce que vous nommez aussi votre signature. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors oui, bien sûr. Notre signature, c'est notre écosystème. Ce sont nos communautés. On est né de ça. On est né de cette communauté de geeks qu'on a ensuite reproduit, diversifié, etc. On a chez OVH Cloud, depuis le début, des valeurs fortes qui sont les suivantes. On est un cloud qui est simple, multilocal, accessible, réversible et transparent. Et toutes ces valeurs-là, ce sont les valeurs qui réunissent nos communautés. Si je vous en fais un peu l'histoire de ces communautés, donc dès 99, je vous ai parlé de cette communauté de geeks, un peu à l'image des FreeNote chez Free, avec Octave, là-bas, qui est arrivé sur le marché avec un produit qui était technique, mais simple, et qui répondait à une attente de ses utilisateurs. Donc, je dirais, contrairement à mes prédécesseurs ou à mes collègues, on n'est pas sur l'expérience client qui est venue driver notre croissance. Nous, c'est vraiment le produit. Et du produit, on en a tiré une expérience grâce à nos communautés. Donc, nos valeurs, elles se retrouvent aussi à travers les points suivants. La transparence, tu le mentionnais. On a une transparence de communication qui est extrêmement forte, donc notamment sur les réseaux sociaux. Notre fondateur qui est hyper actif sur certains réseaux. Et on communique à propos de notre roadmap, à propos de nos maintenances, à propos de nos incidents. Et ça, donc il y a un côté extrêmement rassurant et ça donne de la visibilité, ça donne de la confiance. Ensuite, on utilise des technos qui sont open source. Donc quand les clients viennent chez nous, ils retrouvent des technos qu'ils connaissent déjà, sur lesquels ils ont potentiellement déjà contribué. Et nous aussi, on contribue à cette communauté-là et à enrichir cette communauté open source. Dernier point, l'aspect un peu plus géographique, donc multilocal, comme je le disais dans les valeurs, c'est le déploiement de data centers systématiquement partout où on veut aller se déployer pour être au plus proche de nos communautés. Mais tout ça, ça tourne beaucoup autour de la communauté des geeks. Et depuis quelques années, voilà, je vous l'ai dit, on va aller chercher des clients plus grands comptes. Et plus largement que ça, on va développer une communauté autour des clients et des partenaires pour laquelle la souveraineté des données est un enjeu stratégique. Alors, que ce soit pour des raisons légales, tout simplement, le RGPD, pour des raisons de sécurité ou juste pour des raisons de concurrence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas concurrence à nos propres clients. Et donc à ce titre-là, donc on est certifié par l'État Secnum Cloud, on est membre fondateur de GaiaX, qui est une initiative européenne pour construire un cloud, une infrastructure cloud européenne sécurisée. On a lancé un programme qui s'appelle l'Open Trusted Cloud, qui vient rassembler les partenaires qui partagent nos valeurs. Donc voilà. Encore une fois, tout ça, ce sont des initiatives qui contribuent à créer ou à renforcer ces communautés. Et je dirais que, pour conclure, aujourd'hui, on est une licorne qui a une position un peu spéciale dans le monde des licornes, parce qu'on n'est pas leader sur notre marché. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez étrange. Aujourd'hui, on n'est pas pionnier sur ce qu'on fait. On a des leaders qui sont loin devant nous, les hyperscalers, donc les AWS, les Google et autres Azure. Et donc, pour nous faire une place sur ce marché, notre force, ça va être la force de l'union et le respect de nos valeurs. Et ça, c'est notre écosystème.
Merci pour cette présentation de l'écosystème d'OVH. Et on va passer à une question qui m'a été inspirée par une des entreprises qui se trouve dans cette salle, qui se pose des questions de scalabilité. Comment est-ce qu'on, quand on devient plus grand, quand on a une très forte croissance, comment est-ce qu'on gère cette croissance, notamment dans la gestion des interactions avec les clients, qu'elles soient en face à face ou digitales. Et donc, je dirais que c'est certainement un des secrets des licornes. Comment est-ce qu'on gère l'expansion, comment est-ce qu'on gère la croissance en maintenant quand même une bonne expérience client. Alors Cédric, chez Doctolib, comment est-ce qu'on assure le fait d'être scalable, Comment est-ce qu'on reste, on pourrait dire, évolutif ou flexible dans la croissance? Alors, il y a deux enjeux, en fait. La scalabilité et la croissance, c'est deux enjeux différents. Enfin, l'un aide l'autre, mais d'abord, c'est la croissance. Et en fait, je vous l'ai dit, on est 2200, 2300 aujourd'hui, on va être 3000 à la fin de l'année. Donc ça, c'est déjà de la croissance. Et la croissance, ça ne se gère pas juste en recrutant des gens. Enfin, justement, si, en recrutant des gens, mais avec méthode. Et ce qui a fait la force de Doctolib, et je pense une des deux grandes forces de Doctolib, peut-être la première, après on pourra en discuter, c'est le recrutement. Vous voyez, l'année dernière, on était 1500, donc on recrute 1000 personnes par an à peu près. Et c'est pas parce que les gens s'en vont. Certes, on a un taux d'attrition, mais qui est dans la moyenne du marché sur ce genre d'entreprise. Mais donc, on a une vraie méthode de recrutement basée sur nos valeurs, justement, nos valeurs qui ont été transformées en compétences. On a un référentiel de compétences pour le recrutement dans toutes les fonctions. On a une méthode de rétroaction sur, justement, analyse des gens qui n'ont pas passé la période d'essai, quels avaient été leurs rankings sur les compétences à l'entrée. Et donc tout ça, c'est pour gérer la croissance, le recrutement, l'hyper-croissance et recruter beaucoup de gens. Ça, c'est le deuxième point. Par contre, la scalabilité, ça c'est un autre débat. En termes de service client, nous, ce qui nous intéresse, la scalabilité, vous connaissez tous, c'est le taux de contact. Et là, effectivement, c'est très important de le faire baisser. Et on peut toujours se dire, oui, c'est de l'amélioration continue, oui, c'est de l'autonomisation des conseillers. C'est pas vraiment ça qui va faire baisser le taux de contact. Donc le taux de contact, c'est vraiment quelque chose, nous, qu'on aborde de manière holistique dans toute l'entreprise. On peut juste faire une petite parenthèse sur comment est-ce qu'on calcule un taux de contact. Alors le taux de contact, c'est le nombre de contacts qu'on a par rapport à notre base installée. Donc on voit la scalabilité, c'est l'inverse de la proportionnalité. Si on a 10 000 clients aujourd'hui et qu'on en a 20 000 l'an prochain, le but du jeu, c'est qu'on n'ait pas 2 fois plus de contacts, mais qu'on ait réussi à baisser ce taux de contact. Sinon, on va grandir en même temps que notre base client, et ça, ce n'est pas c'est l'inverse de la scalabilité. Donc nous, on essaye de baisser ce taux de contact tous les ans. Et avec le Covid, ça n'a pas été facile, je peux vous le dire. Et donc pour baisser ce taux de contact, c'est pas que le travail du service client. On entend souvent dans des grandes entreprises, le taux de contact, c'est la responsabilité du service client. Alors oui, à la marge, on peut éviter les rappels, on peut faire du once and done, résoudre le truc au premier contact. Mais le but du jeu, alors je suis désolé de citer Amazon, Axel, le but du jeu, best service is no service. Le mieux, c'est que le client ne nous appelle pas, ça veut dire que tout son service a été rendu soit en ligne, soit il s'est débrouillé tout seul, parce que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. S'il ne nous appelle pas, c'est qu'il n'a pas besoin d'aide. Et ça, c'est de la scalabilité, parce que dans ce cas-là, mes équipes ne vont pas faire x2 chaque année. Donc les deux enjeux... D'abord, réussir à croître et à recruter fortement, poursuivre la croissance, mais aussi être scalable pour ne pas recruter de plus en plus tous les ans. Alors, je rebondis sur le best service is no service. Cédric fait référence à un livre signé Bill Price que vous pouvez commander très facilement sur n'importe quelle plateforme, et donc et qui parle de la philosophie, en effet, du géant de l'e-commerce américain, qui précise effectivement que mais le meilleur service, c'est pas de service, c'est d'ailleurs faire en sorte que le client puisse se débrouiller seul, mais résoudre son problème seul. Donc ça, on est vraiment au cœur de l'équation. Alors, Laurent, chez VP, comme chez Doctolib, il y a une dimension internationale, il y a une croissance forte depuis des années. Et comment, pour reprendre tes mots, comment est-ce qu'on pense au coup d'après en permanence? Alors, je vais recommencer par une anecdote, parce que pour moi, c'est ce qui j'adore. Ça a été fondateur dans ma façon et ma passion d'être toujours là, chez VP. Quand je suis arrivé chez VP, je venais d'Arvato Service, donc Majorel aujourd'hui, et au contrôle de gestion j'étais, au tout début. Et on nous apprend que quand on doit recruter un conseiller, il faut être sûr qu'on en ait besoin. Donc j'arrive chez VP, la boîte faisait à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ils avaient quitté Outlook en service client pour passer à un outil interne 3 mois avant.
Donc c'était un peu très très rock'n'roll. Il y avait très peu de stats. Et donc mon premier job, ça a été d'essayer de modéliser combien on avait besoin. Parce que la deuxième année, on faisait 800 millions. On est passé de 400 à 800 en un an. Et je me rappelle avoir fait des calculs en disant, bon, bah, à l'époque, on allait vraiment voir Jacques-Antoine en disant combien on a besoin de personnes. Et je dis, bah, j'en ai besoin de 10 pour le mois prochain. 10, vous en recrutez 25. Alors je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, alors je recrute 25. Mais en fait, il m'en fallait 40. Et en fait, toute la mécanique qu'on a fait au début, c'est de mettre en place des KPIs pour essayer de modéliser une croissance qui était une hypercroissance, avec toujours un point de vue, c'est que tout ce qu'on a fait hier n'est plus vrai demain. Et en permanence, on a fait, on a refait, refait, défait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à suivre. C'est qu'on a passé, je pense, 3-4 ans à mettre en place des process, mettre en place des outils qui vivaient peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Il y en a un qu'on a branché, 2 heures après, on l'a débranché. On avait passé, je crois, 6 mois à le développer, en se disant que c'était contre-productif par rapport à ce qu'on cherchait. Et en fait, chez VP, on a le droit à l'erreur. Donc on en fait beaucoup. Hein. Surtout moi, je suis champion. Mais on apprend de nos erreurs et on conjugue. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est ce qu'on a. Moi, je vous dis, je suis arrivé, il n'y avait pas de stats. Hein. C'était un truc, c'était pour moi Star Wars. Hein. Et par contre, il y avait un truc, ça je le dis, je me rappelle, hein, j'avais quitté Majorel à l'époque, je crois, bon, j'avais fermé une des structures et j'avais géré la migration. Je crois qu'il y avait 800 conseillers clientèle qui travaillaient pour la migration de TPS vers Canal. Et je suis arrivé dans un service, on était 25. Donc moi, je suis arrivé en disant à tout le monde, hey, ça y est, je suis au Club Med. Ça y est, j'ai bossé là 2 ans avec... mais c'est fini. Et en fait, j'ai trouvé 25 conseillers clientèle qui étaient tous sauf des conseillers clientèle, mais tous des passionnés. Il y avait une énergie, une envie, une envie de développer la marque, une passion de la marque qui était juste incroyable. Et en fait, c'est la graine qui a permis de tout développer. Et donc, on a fait... donc, je suis arrivé, on avait fait Sophie 1, qui avait, je crois, on avait mis à l'époque, alors c'était peut-être 1500 jours pour le développer. 2 ans après, on s'est dit, bon, bah ça va pas. On a fait Sophie 2, qui est toujours en marche aujourd'hui. Maintenant, 10 ans après, on l'a mis en 2011. Et en fait, c'est vraiment cette culture-là, de faire, de défaire, de refaire. Ça, c'est pour l'hypercroissance qu'on a vécue. Ça, c'est au début. Après, sur l'international, bon, bah, là, on a été confronté, je pense, dans les premiers en France, parce que quand j'essayais je me rappelle, j'avais interviewé Thierry à l'époque en disant qui peut m'aider à comment je peux faire de l'international, et on a dépatouillé. Donc au début, faire de l'italien, bah, on a recruté des Italiens à Paris, hein. L'allemand, des Allemands à Paris, mais en fait très vite ça tient pas la route, quoi, parce que des Allemands trouver 5, 6, 10, ça s'autogère, mais dès qu'il en faut 40, ça marche plus. Donc en fait, pendant quelques années, on a cherché des axes de savoir comment marketer. Alors au début, on était parti en disant on va mettre un service client par pays. Bon, ça on a arrêté, ce n'était pas gérable. Et après, on a commencé à faire un appel d'offres en 2011, 10, 11, où en fait on a essayé de recentrer et de partir avec des gros players qui étaient à l'époque Sitel, et après on est parti sur CCA avec Eric, et pour justement accompagner, avoir un plateau multilingue à Barcelone qu'on a toujours aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment cette notion, moi, c'est l'engagement de faire et de défaire et de se dire on a passé du temps, mais c'est déjà foutu, il faut refaire autre chose. Et tout le temps. Et ça, c'est vraiment très, très motivant. Merci pour ces belles histoires de croissance, vous l'avez compris. Alors chez OVH Cloud, vous avez défini un certain nombre de piliers de l'expansion. Vous l'avez un peu évoqué, Axel, et parmi eux, le pilier produit et le pilier géographie. Mais vous aussi, vous pensez en permanence à l'industrialisation pour garantir la croissance et aussi la qualité de service. Oui, complètement. On a, donc lié à cette croissance, on a, pour motiver, pour accélérer cette croissance, on a en permanence une diversification de nos produits et une diversification de nos implantations géographiques. Donc d'abord le produit. On a une gamme qui est extrêmement variée, qui techniquement est extrêmement variée. On va avoir des produits telco, des produits web, des produits de cloud privé ou cloud public.
On a de la vente en direct et en indirect via des partenaires. Et pardon, mais en fait, on ne fait pas de vente, on fait du leasing. En fait, les produits, quand on les vend, ils sont encore à nous et on doit en gérer la maintenance, on doit en gérer les incidents, on doit en gérer les upgrades. Donc on a encore tous les problèmes qui suivent. Les conséquences, donc pour revenir à la question de la croissance, c'est qu'on a besoin d'avoir chez nous des compétences techniques poussées pour chacun de ces produits. On lance plusieurs produits par mois qui à chaque fois sont liés à des nouvelles technos. Il faut recruter en cohérence, il faut donc avoir le training, avoir les guides, avoir des propositions d'accompagnement pour nos clients grands comptes. Donc c'est tout un setup à mettre en place pour chaque nouveau produit lancé. La certification de partenaire également. Sur l'aspect géographique. Sur l'aspect géographique, ça fait partie de nos valeurs. On est multilocal. On a une présence sur 4 continents, on est en permanence en expansion, on est en train de déployer plusieurs data centers. Là, les conséquences, ça va être la nécessité d'industrialiser la gestion des traductions. Donc, tous les guides que l'on produit au fur et à mesure, il faut les traduire dans toutes les langues. Et il faut être sensible aux canaux privilégiés de chacun des pays dans lesquels on se déploie. Je pensais au chat pour les US, je peux penser à éviter le téléphone quand on se déploie en Inde. Donc on a quelques expériences et quelques ratés aussi, comme tu dis. On en a aussi pas mal chez nous. Donc voilà, pour conclure, je dirais qu'on ne cherche pas chez OVH Cloud à innover et à être en fer de lance en termes de relations clients. Mais on cherche en revanche à être là pour être un accélérateur de ces expansions. Et donc ça, on le fait de deux manières. Premièrement, en simplifiant le déploiement d'un nouveau produit dans une nouvelle géographie. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est industrialiser. Et là, il ne faut pas industrialiser le traitement des tickets. Bien sûr, on travaille sur le contact rate, on travaille sur l'amélioration de la performance du support en tant que tel, mais on va aussi chercher à industrialiser la facilité avec laquelle, au niveau relation client, on déploie des nouveaux produits. Voilà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est on va faciliter donc, cette expansion en faisant un cycle court avec notre R&D pour donner du feedback à notre R&D et guider nos roadmaps. Merci. On va aborder le point de vue client. Donc, on a entendu nos invités sur leur histoire, leur positionnement, leur façon de gérer la croissance. C'est le moment de les aborder de les interroger sur la façon d'aborder les clients dans 3 secteurs d'activité. Vous l'avez compris, on est dans une variété à la fois B2B et B2C. Alors Cédric, chez Doctolib, vous avez 2 types de clients. Les patients, et vous en avez un peu parlé, les patients et les professionnels de santé. Alors quelles sont leurs attentes particulières et les services qui leur sont rendus ? Alors, les patients, c'est vous tous ici. Enfin, il y a peut-être des professionnels de santé, je ne pense pas trop, ce n'est pas le salon. Les patients, c'est effectivement, on va dire, du B2B2C. C'est un service qui est gratuit aux patients. Donc, on essaye surtout de faire un service simple qui est le démarrage du parcours de santé qu'on essaye d'améliorer. Donc, c'est vraiment le plus simple possible, la vision qu'on a, pas trop faire d'évolution. Les dernières évolutions qu'il y a eu et qui ont rendu effectivement le parcours un tout petit peu plus, on va dire, compliqué, c'était des évolutions sécurité et réglementaires. Mais au-delà de ça, l'expérience, on la cherche la plus simple possible, la plus fluide. On n'est pas dans une innovation très forte aujourd'hui sur l'existant. Bien sûr, il y a d'autres services qui vont s'ouvrir plus tard. Mais tout ça, c'est lié surtout au parcours de santé et aux professionnels, donc les professionnels qui sont nos clients. Alors, les professionnels de santé, on s'appelle Doctolib, tout le monde pense c'est pour les docteurs. Alors déjà, j'essaye effectivement de ne pas faire le raccourci et de parler des professionnels. On a une gamme très très vaste en fait de clients. Ça va du docteur, qu'on connaît tous chez qui on prend rendez-vous, mais il y a bien évidemment son secrétaire ou sa secrétaire médicale, les assistants dentaires qui n'ont pas les mêmes usages, les dentistes, qui sont des docteurs aussi. On a aussi des infirmiers, des infirmières, des hôpitaux, des centres de santé. Et tout ça, c'est une gamme d'utilisateurs qui est très très vaste et qu'on n'a pas forcément, on voit pas forcément de l'extérieur la diversité des usages. Par exemple, pour vous donner un bon exemple, le point de
un des arguments de vente de Doctolib, enfin il y en a deux principaux. Un, évidemment, c'est d'apporter de la nouvelle patientèle, mais ça ne concerne pas du tout tous les médecins. Enfin, on le voit bien. Je pense que c'est une question qui arrivera tout à l'heure. Pourquoi certains médecins n'acceptent pas les nouveaux patients? C'est un grand classique. Et moi, je suis en train de dire, on apporte de la patientèle. Et bien, effectivement, c'est pas pour tous les médecins. Le généraliste qui est là dans le 15e, lui, il n'a pas besoin de nouveaux patients. Par contre, le 12e kiné qui va s'installer dans le 15e, parce qu'il y a beaucoup de kinés qui s'installent en Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup besoin de kinés, lui, il a besoin de visibilité. Ça, c'est un usage, et donc ça ne concerne pas tout le monde. Ça va même pas concerner tous les kinés. Donc, on est obligé de segmenter dans tous les sens, par spécialité et par usage. Pour vous donner le deuxième usage, parce que c'est vraiment notre cœur de métier, et ça les concerne tous, les professionnels, c'est d'améliorer leur quotidien, en fait, que ça soit pro ou perso, parce qu'en fait, ça va améliorer leur temps de travail. Quand on pense à la téléconsultation, on pense à nous, ça nous permet de nous patients, ça permet de téléconsulter, de ne pas se déplacer, c'est très bien. Mais c'est aussi en fait le télétravail du praticien. On est tous passés plus ou moins en télétravail lors du Covid. Les praticiens, on se disait, ils téléconsultent, ok, très bien, c'est bien pour nous. Mais pour lui, en fait, il peut aussi téléconsulter de chez lui. Et ça, c'est un grand changement, parce que ça lui permet d'être en télétravail. On a tous les bénéfices personnels du télétravail. Ça permet d'arranger ses contraintes personnelles. Et le mercredi matin, il y a des professionnels de santé qui décident de téléconsulter. Et ça, c'est vraiment le cœur de Doctolib pour ses clients. C'est d'améliorer leur quotidien sur des démarches administratives, sur du temps personnel professionnel, pour au final qu'ils passent plus de temps sur du temps, je vais dire, de santé avec leurs patients. Merci. L'approche client, elle est aussi singulière chez VP. D'ailleurs, vous remarquerez, on ne parle pas de clients, on parle de membres. Et puis, il y a des choix très très forts. Hein. Par exemple, pas de SVI, ce qui peut sembler en dehors des standards, mais c'est vraiment un choix délibéré. Oui. Alors, en fait, le postulat qu'on a fait, c'est que normalement, c'est ce qu'on disait, best service, no service. Hein. On l'avait rencontré tous les deux d'ailleurs. Le concept, c'est que si le client veut nous contacter et la FAQ ne répond pas, c'est qu'à un moment il veut parler à quelqu'un ou il veut une réponse instantanée. Et donc on est parti du postulat dès le début de ne jamais mettre de SVI. Taper 1, taper 2, taper 3, c'est remettre une machine face au client. Donc c'est compliqué à former, mais quand vous appelez VP, vous avez le message qui dit que vous allez être enregistré, que si vous ne voulez pas, il faut le dire, et vous avez forcément quelqu'un qui va décrocher un moment, qui ne sait pas quelle question il va avoir, et il doit être censé y répondre. Alors, ça a des avantages, c'est que c'est très humain, on essaie d'humaniser, hein, parce que nous, normalement, le client, il a le site internet et le facteur. Je résume un peu et je caricature, et s'il veut rentrer en contact avec nous, il passe par nous. Alors, effectivement, nos membres, on essaye là-dessus de faciliter. Voilà surtout le principal. Alors, on évite tout ce qui est chatbot, tout ce qui est automatisation, on évite de le mettre aussi en place parce qu'effectivement, chaque client est particulier et j'ai appris maintenant en 14 ans que si un client a un problème, généralement il n'est pas seul. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... Madame Michu d'Angoulême, elle ne sait pas qu'il y en a plein d'autres qui l'ont, mais potentiellement, ça touche beaucoup de monde. Donc, il n'y a pas de cas en se disant, c'en est un, c'est pas grave. C'est un cas client. Il y a des choses qui font qu'on doit s'alerter très vite. Ça, c'est ce qu'on a appris avec nos membres. Voilà. Est-ce que tu as... Non, mais... Alors, si, et après, si, parce que tout à l'heure, tu en as parlé sur l'amélioration continue. Le service client, aujourd'hui, a toujours été indépendant chez VP. C'est-à-dire que j'ai toujours été le gardien de toutes les remontées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ni au marketing qui peut faire des erreurs, ni à la log, aux opérations qui peuvent faire des erreurs. Et en fait, on est force de proposition d'amélioration. Parce qu'effectivement, le taux de contact dans nos métiers, hein, je dis, on n'a pas de SVI, on reçoit à peu près 2 millions d'appels par an. Donc c'est quand même pas de la petite volumétrie. Hein. Pendant l'année 2020, on a tapé les 8 millions de contacts. Donc ça reste des très 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 gros volumes. Néanmoins, on essaye toujours de garder. Et un des partis pris qu'on a pris en 2021, en 2020, je le redis, c'est qu'à un moment, on s'est dit, OK, pour vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, on a 10 000 demandes en attente, à peu près, hein, qu'on traite entre une journée, à peu près dans la journée. Quand on a eu le Covid, on est monté à 120 000 demandes en attente. Bon. Et tous les jours, ça montait. On avait beau écoper, le bateau, il y avait des trous partout.
on a gardé le parti pris de ne jamais dégrader les réponses. Donc on a laissé le backlog monter naturellement en se disant quand on traite bien et on avance. Et on n'a pas fait d'abattage. On n'a pas recruté à gogo pour fermer des tickets. On est toujours resté en se disant on garde la barre. Et de mémoire dans les anecdotes, je crois que ça a commencé à baisser 3 jours avant que je parte en vacances. On avait une petite décrue, toute petite, mais c'était le soulagement. Voilà. Merci pour ces partages. Vous voyez, ce qui est sympa quand on invite des licornes dans une table ronde, c'est un peu l'ouverture, la fraîcheur et le partage sur langue de bois. Je peux pas, il faut absolument que je cite une entreprise qui expose ici, parce que quand on a rencontré Bill Price tous les deux, qui était le premier vice-président d'Amazon, c'est grâce à Activeo. Et ils m'ont dit hier qu'il y avait un nouveau livre qui se préparait de Bill Price, donc on aura peut-être l'occasion de le revoir, et pourquoi pas ici. Merci Laurent. Axel, vous avez évoqué vos 2 premiers piliers de l'expansion, le produit, la géographie. Maintenant, c'est le moment d'aborder celui du client dont on vient juste de parler et qui est chez vous plutôt d'une grande complexité avec une grande variété de besoins et d'attentes. Oui, j'en ai parlé en fait déjà dans les réponses précédentes. On a en interne, à la strate OVH, des segmentations assez complexes, mais si j'essaye de retenir 4 personas un peu plus simples et caractéristiques, je dirais qu'on a d'un côté des individus tech qui sont chez nous clients depuis 20 ans, qui connaissent l'email d'Octave, qui interagissent en direct avec l'R&D en bypassant le service client. L'email d'Octave, ça veut dire l'email du fondateur. Oui, pardon. Deuxième typologie, une PME non tech, qui va avoir des attentes complètement différentes. Par exemple, un site de cuisine avec une boutique en ligne. Troisième typologie de client, troisième persona, un grand compte dans le secteur privé. Et dernière typologie de client, un partenaire, intégrateur, revendeur spécialisé dans le secteur public. Donc voilà, 4 personas, des profils complètement différents, qui vont consommer des produits différents et qui vont surtout avoir une attente dans la relation client qui va être complètement différente. Le premier type, l'individu tech, ça va être un client qui va être hyper autonome, qui va consommer nos produits par API et qui va s'attendre à avoir des guides et des vidéos avec un langage technique qui va droit au but et qui le rend autonome. Le deuxième, la PME non tech, elle, ça va être tout l'opposé. Elle va attendre des guides didactiques et elle va attendre un peu ce que tu disais, Laurent, une relation humaine avant tout. En particulier liée au fait que tout le monde sait qu'on a une croissance qui est forte et donc qu'on a une obligation d'industrialisation et pour autant nos clients, ces clients-là vont s'attendre à ce qu'il y ait un rapport humain très rapidement. Donc ça c'est aussi un gros challenge qu'on a chez OVH parce que ça représente la majorité de nos clients. Les grands comptes du secteur privé vont commencer à avoir des demandes et des besoins plus spécifiques comme un monitoring plus fin de leur infrastructure et un accompagnement pour l'adoption de leurs services. Donc là, on a tout un catalogue d'offres autour avec des delivery managers, avec des success managers pour accompagner ces clients-là dans l'adoption de nos produits. Et le dernier, les partenaires, revendeurs, intégrateurs, eux vont davantage être dans un besoin de gestion fine des droits d'accès, puisqu'ils vont avoir des clients qui vont interagir directement avec nous, mais qui vont quand même chapeauter. Donc il faut qu'ils aient une vision sur ces clients. Et c'est aussi une typologie de clients qui vont avoir avec nous un besoin de visibilité sur nos roadmaps, voire de co-construction. Donc on fait vraiment le grand écart. Alors, je ne sais pas comment on fait un grand écart avec quatre pieds, mais on fait la chaise avec ces quatre typologies de clients. Et en tout cas, chacun de ces 4 pieds est indispensable pour nous pour assurer notre croissance. Merci pour ce partage. Comme je vois l'heure qui tourne, je vois les questions qui arrivent et qui sont aussi des encouragements et des félicitations pour vous remercier pour ces échanges. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde les 2 dernières questions dans un dernier tour de table. Et j'avais prévu de vous interroger sur l'écoute client et puis ensuite que vous nous parliez un petit peu d'avenir. Alors, dans ce qui caractérise les licornes, il y a une façon particulière d'écouter les clients qui est une preuve de leur orientation client, peut-être un de leurs secrets.
Et on va commencer par Cédric chez Doctolib. Comment est-ce qu'on écoute les clients? Je crois que vous avez des indicateurs de recommandation, mais vous avez aussi une forte dimension de co-construction. Et j'ajoute qu'il y a une des questions de la salle qui demande quelle est la principale réclamation du client patient chez Doctolib. Donc 3 points. La principale, réclamation, votre dispositif d'écoute et puis une ouverture vers l'avenir. Qu'est-ce qui se trame chez vous? Alors, je vais commencer par la principale réclamation. La principale réclamation, c'est je ne trouve pas de rendez-vous chez mon médecin, chose à laquelle on ne peut malheureusement rien faire. Mais pour parler plus sérieusement, au-delà du fait que c'est vrai, hein, c'est vraiment ça, et malheureusement on répond qu'on ne peut rien faire, on est juste, donc on transfère l'agenda du médecin, on n'appelle pas le médecin, on n'est pas le secrétariat médical. La question pour laquelle on est le plus souvent sollicité et pour laquelle on peut faire quelque chose, c'est des problématiques de compte, hein, parce que c'est des comptes que les gens ont depuis longtemps, donc c'est des problématiques de mots de passe, hein, un grand classique pour des utilisateurs en B2C, et des soucis entre le rendez-vous de l'enfant qui est sur le compte de la mère et pas sur le compte du père. Donc tout ce qui est problématique de compte et donc de sécurité, et c'est des questions très importantes sur lesquelles on apporte beaucoup d'attention. En termes d'écoute client, on a le NPS, donc le Net Promoter Score. Je ne sais pas si tu veux rappeler ce que c'est. On peut toujours rappeler les fondamentaux et les basiques. Ouais. Donc c'est le calcul, une question posée au client, c'est-à-dire êtes-vous prêt à recommander à vos amis, vos proches, vos collègues cette solution, cette entreprise, ce produit. Et le calcul se fait de la différence du pourcentage entre les promoteurs et les détracteurs. On prend les réponses 9 à 10 et on enlève toutes les réponses de 0 à 6. Voilà, merci pour me souffler. Et ça fait donc le Net Promoter Score, qui est une bonne façon de mesurer évidemment la recommandation. Je fais juste une parenthèse, c'est un indicateur extrêmement volatile parce qu'il prend en compte à la fois un peu de l'image de marque de l'entreprise et de son expérience. Et voilà, je referme la parenthèse. Donc c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est en tout cas une mesure qui, une fois qu'on la maîtrise et qu'on sait la mesurer, on peut surtout mesurer son évolution et on cherche à l'améliorer. Donc nous, c'est un indicateur, c'est une enquête qu'on envoie tous les 6 mois et sur lequel on rappelle tous ceux qui nous ont répondu de 0 à 6. Et quand on a le temps, on rappelle aussi tous ceux qui nous ont répondu de 6 à 10 et on rappelle aussi tous ceux qui nous laissent des commentaires. Donc même s'ils sont contents qu'ils nous laissent des commentaires, on les rappelle quand même. Ça voilà une vraie bonne pratique et un grand défi pour les entreprises qui se concentrent beaucoup trop sur les clients mécontents. Alors évidemment, rappeler les détracteurs, ça semble déjà évident, très utile, surtout quand ce n'est pas que les collaborateurs du service client qui le font, mais y compris le comité de direction. Et ensuite, rappeler tout le monde, enfin en tout cas dire merci à ceux qui vous laissent un feedback quand on sait qu'il y a peu de gens qui vous laissent un feedback en vérité. Et ça apporte la transition sur la deuxième façon d'écouter le client. Effectivement, la plupart du temps, on dit souvent le service client, c'est l'ambassadeur de la voix du client, sauf que, autant chez Laurent que chez moi, ceux qui nous appellent, c'est pas souvent pour nous dire qu'ils sont contents. Et donc, il faut trouver quand même un autre biais, enfin pas un autre biais, un autre moyen pour écouter ceux qui sont contents et qui ont aussi des choses à nous dire. Et c'est pour ça que nous, depuis un peu moins de 2 ans, je crois, on a mis en place un forum, un petit peu sur les modèles qu'Axel disait, sur les modèles Linux, Microsoft, où les forums, les communautés d'utilisateurs étaient très puissantes et avaient de très bons usages que parfois même le produit ne connaissait pas. Donc on a monté cette communauté pour que les médecins puissent parler entre eux. On essaye qu'ils s'entraident entre eux, qu'ils nous aident surtout à découvrir de nouveaux usages pour co-construire le produit avec eux. Parce que finalement, les professionnels de santé, c'est nous. Nous, on n'est qu'un intermédiaire, un fournisseur de logiciels. Les professionnels de santé, c'est eux, donc on a besoin d'écouter leur voix. Et cette communauté, c'est très intéressant parce qu'ils échangent entre eux. Nous, on peut bien évidemment beaucoup apprendre, mais aussi, bien évidemment, ils nous posent des questions. On y répond, comme normal, c'est sûr. Et on partage la roadmap, comme disait Axel aussi, on essaye d'être le plus transparent possible. On partage la roadmap tous les 3 mois sur les fonctionnalités qu'on compte faire, mais aussi qu'ils nous ont demandé de faire. Et sur la communauté, ils peuvent voter pour des idées d'évolution. Celles qui recueillent le plus de voix sont forcément analysées et donc forcément répondues dans le prochain post qu'on va faire sur la prochaine roadmap. Et donc ça, c'était pour l'écoute client. Pour l'avenir, ça tombe bien parce que c'est la continuité. On va accentuer nos efforts sur l'écoute client.
on a un score de santé, alors c'est jeu de mots voulu sur la chose, un score de santé de nos praticiens en fonction de leurs usages, en fonction de leur nombre d'appels au contact client, qui vont nous permettre d'améliorer son parcours, parce que souvent on dit oui, il faut autonomiser les conseillers clients, il faut faire appel à leur bon sens, sauf que le bon sens, ça ne se mesure pas, ça ne s'apprend pas. Donc il faut quand même les outiller derrière pour que le bon sens ne sorte pas de nulle part, où le client tombe chez le conseiller client et bon, il doit juger tout seul, c'est un petit peu, ça peut être très difficile pour lui. Donc ce score de santé, c'est aussi pour l'aider à savoir, en fonction de ce score, tu peux faire ça ou tu peux faire ça. Merci beaucoup Cédric. Alors Laurent, pour conclure, deux points. Alors chez VP, je sais qu'on collectionne les prix, je l'ai dit tout à l'heure, depuis très longtemps. C'est aussi c'est un bon thermomètre pour mesurer l'évolution de la satisfaction du client, un benchmark génial. Donc, dernière question sur l'écoute client et puis l'avenir, qu'est-ce qui se prépare chez VP? Alors, sur l'écoute client, ce que je disais, chaque remontée, et que ce soit chez le prestataire, chez nous en interne, on regarde si c'est un cas qui est nouveau et on essaie d'analyser en permanence pour améliorer le système. Sur l'écoute client en tant que tel, ce qu'on a mis en place dès le début, en fait, j'insiste parce que pour moi c'est très très important. On a un cabinet, alors on est très interne, mais on a quand même un cabinet extérieur qui nous audite des appels de chaque conseiller clientèle ou des emails répondus pour être certain qu'on soit toujours dans le vrai, dans ce qu'on répond aux clients par rapport au process pour qu'on puisse corriger. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est clé. Le conseiller clientèle, il est autonome. On fait vraiment appel à son bon sens, mais on l'accompagne très longtemps. C'est-à-dire qu'il devient autonome au bout de 3 mois et de pratiques quotidiennes. Et ça, en fait, c'est la clé, en fait. Pour moi, la mesure de la satisfaction par un cabinet extérieur, alors on le paye évidemment, mais on ne le paye pas pour qu'il nous dise qu'on est bon, parce que sinon, on en change. Et on change d'ailleurs de temps en temps de cabinet, justement, pour rafraîchir et avoir une vision. Ça, c'est pour moi la chose clé. On a par ailleurs un channel au sein de la société via Slack qui remonte tous les incidents que les consommateurs internes de VP rencontrent. Parce que, c'est ce que je disais, un cas montre que s'il y a un qui n'arrive pas à payer dans la boîte, c'est que le système de paiement peut dérailler. Donc on est toujours à l'affût là-dessus. Et ça, c'est quelque chose vraiment où on attache beaucoup d'importance. Merci Axel, c'est vous qui allez conclure cette table ronde avec ces deux questions, à la fois votre dispositif d'écoute. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes connecté en permanence, et ça, j'allais presque dire par nature, aussi de votre prestation de service. Vous avez des communautés, vous êtes aussi très transparent sur Twitter, historiquement. Et puis, donc parlez-nous de ce dispositif d'écoute, et puis qu'est-ce qui est prévu dans les mois, années à venir en termes d'expérience? Alors, sur le dispositif d'écoute, j'en reviens toujours aux communautés, en fait. On est toujours en co-construction avec nos communautés, et ça dans toutes les phases du cycle de vie d'un produit. Donc, dès la phase de spécification, on va aller travailler avec nos clients grands comptes pour faire de la co-spécification. Dès qu'on arrive avant la phase de lancement public, on va aller travailler avec un panel de clients, alors à l'international, petits comptes, grands comptes, pour venir tester nos solutions en phase bêta. Et ensuite, en phase d'exploitation, là, on a vraiment tout un programme transverse dans l'entreprise pour assurer l'amélioration continue. Donc, c'est un programme qui est mené par les équipes de Voice of Customer, qui vont impliquer les équipes R&D, les équipes marketing, la relation client, la finance. Donc, c'est vraiment quelque chose de très transverse, qui consiste à faire de l'analyse de tickets, aussi bien en volume qu'en valeur. On va se reposer aussi sur les enquêtes clients tout au long du cycle de vie du client, donc depuis la commande, en passant par la prise en main jusqu'à la fin l'upsell et la résiliation. Et ça produit des KPI de satisfaction, donc notamment le NPS. Ça produit des KPI de prise en compte de ces feedbacks clients pour alimenter nos roadmaps. On essaye de mesurer l'avancée de ces actions-là. Et donc, c'est suivi de manière mensuelle par le COMEX. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect écoute client. Maintenant, ce qui va arriver dans les prochains mois,
Alors, il y a une grande nouveauté, entre guillemets, qui va être le lancement d'un nouveau portail de service, d'un nouveau Help Center, d'un nouveau centre d'aide, qui va être là pour améliorer notre capacité à faire de la personnalisation et à être plus proactif dans nos communications vers nos clients, sur une maintenance particulière, sur un downtime, sur une sous-partie de nos clients. On va être capable de communiquer de manière beaucoup plus ciblée. Donc ça, c'est le premier point, donc vraiment la nouveauté. Et ensuite, on va continuer à renforcer ces communautés et à mobiliser, en fait. Maintenant qu'on a ces communautés, il faut aussi les mobiliser. Et donc, pour, par exemple, co-construire avec nos clients des guides, des vidéos, et en fait, travailler avec eux pour orienter et guider nos roadmaps. Merci pour cette perspective. Il nous reste quelques minutes. On a le temps de prendre des questions. Il y en a une qui va peut-être s'afficher sur les écrans, qui est: avec quelle solution logicielle, alors c'est pour vous trois, celui qui souhaite répondre, avec quelle solution logicielle étudiez-vous le parcours client? Comment supportez-vous vos collaborateurs qui sont au support client? Supportez-vous dans le sens, aider, bien sûr. Hein. Comment êtes-vous à l'écoute des attentes de votre marché? Qui est-ce qui veut se lancer dans une réponse ou une amorce de réponse? Comment est-ce que vous aidez vos collaborateurs qui sont au service support? Comment est-ce que vous les équipez en quelque sorte? Comment est-ce que vous restez à l'écoute des attentes de votre marché? Alors, Cédric, merci. Je peux répondre rapidement. Je ne sais pas si les autres auront des trucs plus intéressants, mais c'est juste pour mettre les attentes là où il faut. Alors, on n'a pas de solution logicielle pour étudier le parcours client. Quand je mettais ça, ce n'était pas pour dire que la question était folle. C'est juste que on utilise nos cerveaux et une équipe. On est organisé. Moi, j'ai pris mes bonnes pratiques de mon passé chez Webhelp. Et on a une équipe d'amélioration continue qui s'occupe de la formation et qui fait des écoutes, qui fait des rappels clients pour améliorer le parcours client. Et c'est eux aussi qui supportent nos collaborateurs avec des solutions de base de connaissances, de process. On en utilise une qui est présentée sur le salon ici. Et rien de particulier, mais c'est vraiment qu'on y met un focus, comme dirait Laurent, et comme il va le dire juste après. C'est la passion de cette équipe qui fait qu'on a vraiment toujours envie d'aider nos praticiens, d'aider nos professionnels de santé. Et pour les aider, il faut aider nos collaborateurs. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas de solution. C'est juste, on est nous-mêmes des collaborateurs, enfin, on est nous-mêmes des clients ou des membres. Donc en fait, c'est chacun remonte ses cas et on creuse. Il n'y a pas de système à proprement parler monté là-dessus. Alors peut-être que chez OVH c'est différent parce que c'est des solutions techniques, mais le parcours client tel qu'il existe aujourd'hui, il est propre à chacun et chacun le ressent différemment. Donc c'est pour ça que ça reste sur le test and learn permanent. Ouais, côté OVH, c'est clair que c'est comme vous, hein, le premier outil, c'est l'huile de coude, avec donc une équipe vraiment dédiée à ça, dédiée à étudier ces parcours clients. Après, on s'appuie sur plusieurs solutions. Donc évidemment, les solutions de ticketing, on a déployé ServiceNow il y a 1 an, où on était avant sur une solution plus propriétaire ou solution maison. Ça nous a pas mal changé la vie, ça nous offre pas mal de perspectives. Et après, on travaille avec les silos, en fait. Le cœur d'activité de cette équipe de Voice of Customer, ça va être de casser les silos et d'aller chercher, à partir d'un identifiant client, le comportement et les interactions qu'on a avec ce client-là dans les outils de ticketing, les interactions qu'il peut avoir avec nous sur notre site web, les interactions qu'il peut avoir avec nous sur nos produits techniques, et d'aller casser ces silos-là et d'utiliser des solutions de data analytics pour étudier ça. Messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos invités. J'espère que nous avons apporté quelques réponses, partagé quelques secrets des licornes. Je vous souhaite un excellent salon stratégie client, une bonne visite. Vous pouvez assister à d'autres conférences plénières ou ateliers. Je vous dis à très bientôt. Merci.